Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur la télévision Time for Africa. Au menu, Barthélémy Diaz parle d'une justice instrumentalisée concernant son procès en santé. C'est quoi l'hyperfertilité? La réponse, vous l'aurez dans cette édition. Les écoles publiques perdent leur valeur au détriment du privé. Les raisons dans ce journal. L'international sport mettront fin à cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement. Comme annoncé dans les titres, après donc sa libération, Barthélémy Diaz n'a pas tardé à réagir. Selon le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, son procès a été instrumentalisé par des politiques bien connus. Je propose de l'écouter au micro de TFA. S'il y a des débats houleux qui suscitent au sein de la population sénégalaise, c'est celui du procès de Barthélémy Diaz. Si certains pensent que c'est un procès politique, par contre d'autres estiment le contraire. Tout le monde sait que c'est un procès politique parce que ça fait longtemps. On n'en a plus parlé, on a même oublié le dossier là. C'est que comme Barthélémy s'est présenté à la mairie de Dakar, c'est pourquoi ils ont soulevé encore ce procès pour éliminer un adversaire. Contrairement à Joseph Diouf, Abdoulaye Ndiaye estime que l'heure n'est pas le moment de rouvrir ce dossier, qu'il fallait attendre après les élections locales. Je sais que tout ce dilatoire qu'ils ont fait pendant 10 ans pour ne pas le juger, ils ont attendu la veille des élections pour rouvrir ce dossier. Chose que moi, personnellement, que je trouve pas sincère et puis pas correcte. Et de ce point de vue, je condamne de la façon la plus énergique leur démarche. Je condamne fermement que Barthélémy, à cette période, ne devait pas être convoqué. Ils ont attendu 10 ans, donc ils n'ont qu'à continuer à attendre pour que les gens fassent leurs élections tranquillement. Et de ce point de vue, c'est un maire que nous aimons ici à Baobab. Pour ce jeune homme, il souligne que c'est un jeu politique pour empêcher Barthélémy Diaz de se présenter au local. C'est clair, c'est un jeu politique. Ça fait longtemps que le convoque au tribunal, mais personne ne l'a jamais soutenu. Il a toujours répondu à sa convocation. Pourquoi attendre la veille des élections pour soulever cette affaire? Pour moi, il y a d'autres choses plus importantes que ce procès. En effet, si les autres présidents avaient fait comme lui, il ne serait pas président aujourd'hui. Est-ce que Abdoulaye Wade bu defoon comme moom Si certains pensent que ce procès est purement politique, d'autres estiment que le moment n'est pas venu de rouvrir ce dossier, puisque le procès a été renvoyé au 1er décembre. Barthélémy respectera-t-il sa parole? Toujours dans ce registre, l'analyste politique Mamadou Sy Albert considère que ce procès pourrait être un atout pour Barthélémy Diaz s'il le gagne, mais au cas contraire, il serait éliminé à la course pour les élections locales. Je propose de l'écouter au micro de la TFA. Disons que c'est un procès qui met Barthélémy Diaz en selle. Le poste qu'il veut briguer, c'est la mairie de Dakar, mais c'est un grand prestige. Et lui, il se bat pour valoriser sa candidature. À la limite, il est en train d'utiliser le procès pour faire sa campagne. Si maintenant le procès se tient et qu'il est blanchi, c'est évident qu'il aura beaucoup plus de chance. Il aura une chance supplémentaire parce qu'il aura gagné son procès. La justice va lui ouvrir le chemin pour vraiment mener une campagne électorale apaisée. Mais par contre, si la justice le condamne et le prive d'une participation, ça va être une grande défaite, une grande désillusion et pour lui et pour Taxawu Sénégal, et sa coalition peut également être affectée parce qu'aller en campagne sans Barthélémy Diaz, ça va affaiblir la coalition psychologiquement, mais politiquement aussi, Barthélémy risque de perdre même sa mairie. Donc sur le plan politique, son avenir pourrait être très très sombre si jamais
la justice l'empêche de briguer la mairie de Dakar. En santé, parlons de l'hyperfertilité méconnue par bon nombre de femmes. Comment expliquer cette tendance qui consiste à tomber enceinte au moment de l'allaitement? La réponse avec Basile Lognan. Étymologiquement, l'hyperfertilité décrit une femme excessivement hyperfertile. Si l'on en croit les témoignages des femmes qui y seraient confrontées, on pourrait la définir comme la propension à tomber enceinte à chaque cycle ou presque en dehors d'une contraception régulière, voire à tomber enceinte malgré l'utilisation d'une contraception. L'hyperfertilité serait alors à mettre en relation avec le temps moins de contraception, c'est-à-dire environ 4 mois pour un couple de moins de 35 ans. L'hyperfertilité décrit ainsi une femme ayant tendance à tomber enceinte plus facilement que la moyenne. En réalité, l'hyperfertilité n'est pas une condition médicalement reconnue. Elle n'a fait l'objet d'aucun travail de recherche ou d'aucune recommandation médicale. Et pour cause, cela équivaudrait à admettre que tomber enceinte naturellement relève de la pathologie. Physiologiquement, cette tendance peut être expliquée si elle n'est pas sous contraception. La femme jeune en âge de procréer a 25% de chances de tomber enceinte à chaque cycle après un rapport sexuel non protégé au moment de l'évolution. S'il y a des perturbations reconnues de la fertilité, stress, fatigue, toutes les femmes n'y sont pas exposées ou n'y réagissent pas. Identiquement, ce qu'elles considèrent comme hyperfertilité ne serait donc souvent qu'une propension naturelle à tomber enceinte favorisée par un facteur chance et une bonne hygiène de vie. Traditionnellement, la littérature et la pratique médicale distinguent 3 types de femmes. La nullipare, qui n'a aucun antécédent de grossesse. La primipare, qui est une parturiente n'ayant qu'un enfant. La multipare, qui a donné naissance à plusieurs enfants. Ce phénomène a des causes bien précises selon Bakadiagne, spécialiste en santé. Il nous explique ici les méthodes à suivre pour éviter cela. Il s'est entretenu avec nos confrères de la TFA. Les enfants de manière proche aussi, à ce que les enfants, quand un enfant est en train d'être allaité, malheureusement, il y a la maman aussi pour tomber enceinte en ce moment. D'accord. Quelles sont les causes? Donc les causes par manque de connaissance du système de la méthode contraceptive. En même temps aussi, les causes peuvent être hormonales, comme on le dit. Déjà, la femme africaine, elle est riche en mélanine, elle est fertile. Donc c'est ça. Donc ça peut faciliter donc d'avoir des enfants. C'est ça, surtout de manière proche. D'accord. Les conséquences sur l'enfant. Les conséquences l'enfant qui est né avant la grossesse. L'enfant, d'abord, côté psychologique, l'enfant peut manquer d'affection. Donc, manquer d'affection parce que c'est difficile de la part des deux parents de garder pour que l'enfant bénéficie d'une bonne éducation. Et ça, c'est un problème aussi. En même temps aussi, on a constaté que la maman ne peut pas allaiter les 2 enfants à la fois. Donc, ça pose un problème aussi. Et ce qui fait que il y a des maladies, de malnutrition, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que finalement, l'enfant n'arrive pas à grandir. En éducation, pourquoi les établissements privés sont privilégiés au détriment de ceux du public? Cette tendance s'explique par les perturbations notées au niveau des établissements publics. C'est un reportage signé Yandé Faye et de Hassan Diédhiou. Le constat est le même un peu partout au Sénégal. Des écoles privées sont en train de prendre les devants. Ceci s'explique par la chute considérable des résultats dans les établissements publics. Christian Fernandez, élève en classe de terminale S2, trouve qu'il dispose d'une bonne formation et des professeurs qualifiés dans le privé. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes heures de cours, quoi. Au public, je pense qu'il y a plus d'heures creuses qu'au privé. Et au privé, c'est des journées continues, de 8h à 17h parfois. Et on enchaîne, et ce n'est pas les mêmes professeurs. Il y a des professeurs de, comment on peut dire, des étudiants, quoi, le prof des étudiants, à la cité, quoi. Et ce sont des cadres, quoi, des profs vraiment expérimentés. Et je ne pense pas qu'on a les mêmes types de professeurs dans les établissements publics. Les établissements privés, ils sont un peu, on peut dire, privilégiés par rapport aux autres établissements parce qu'ils mettent plus l'accent sur les concours et trucs. Ils sont tous préparés à faire des concours.
Voilà, quoi. L'avis de Fernandez est partagé par Emmanuel Diompi qui affirme qu'ils ne font pas de grève dans ces écoles. Pour moi, c'est l'enseignement privé. Parce que par rapport aux classes, aux écoles privées, publiques et privées, les écoles privées ne font pas de grève par rapport au public. Cheikh Tidiane Fall, un produit fini de l'école publique, nous donne une parfaite illustration de ce renversement des tendances et lance un appel à l'État qui est à l'origine de cela. Moi, je suis un produit de l'enseignement public et je suis très fier d'avoir fréquenté un établissement public, le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Mais en 1988, il y a eu une année blanche. Et dès cette année blanche-là, les parents ont commencé à amener leurs enfants dans le secteur privé. Et que l'État n'a rien fait pour changer cette tendance. Il faut reconsidérer le public. Mais si nous, par exemple, tous les gens qui ont de l'argent, ils amènent tous les enfants au privé, nos leaders, par exemple, c'est eux-mêmes qui doivent commencer à amener leurs enfants dans le secteur public. C'est eux qui doivent montrer la bonne voie. Avoir un enseignement de qualité est devenu chose rare au Sénégal à partir du moment où, pour en avoir, les pensées convergent vers le privé qui n'est pas à la portée de tous. C'est ainsi que les parents lancent un appel à l'État de mettre les moyens appropriés pour redonner à l'éducation sa valeur. En société, découverte macabre à Grand-Yoff, une fille de 27 ans du nom de Y. Bahoum a tué son nouveau-né de sexe féminin avant de le mettre dans un seau de peintre. Cette découverte a été faite par les éléments du commissaire SAR de Grand-Yoff. L'actualité internationale présentée par Aminata Kor au menu, l'Allemagne frappée par une 4e vague de Covid-19 enregistre 50 000 nouvelles contaminations. L'homme fort de l'Afrique du Sud qui a joué un rôle très important sur la démocratie en Afrique du Sud est décédé aujourd'hui à l'âge de 85 ans. Suivons les précisions avec Aminata Kor. L'Allemagne a enregistré ce jeudi 11 novembre un nombre record de nouvelles infections au Covid-19 avec 50 196 cas supplémentaires en 24 heures, signe de la violence de la vague épidémique qui frappe le pays selon l'Institut de veille sanitaire Robert Koch. C'est la première fois que le seuil de 50 000 nouveaux cas quotidiens est franchi depuis le début de la pandémie, alors que l'Allemagne a enchaîné les nombres records d'infections ces derniers jours. Le nombre de décès en 24 heures s'est élevé ce jeudi à 235 selon l'AFP. L'Afrique du Sud, le dernier président blanc d'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, est mort ce jeudi 11 novembre à son domicile de Fresnay, en banlieue de Cap, d'un cancer des poumons. Il était âgé de 85 ans. De Klerk restera l'homme politique sud-africain qui, dès 1990, entreprendra de démanteler le régime de l'apartheid et encore davantage celui qui fera libérer après 27 ans de détention Nelson Mandela. En sport, le Sénégal joue en ce moment contre Togo, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires pour le mondial 2022. En basketball, Port Autonome de Dakar rejoint l'élite. Suivons les précisions dans cet élément. L'actualité sportive avec l'équipe nationale du Sénégal qui affronte en ce moment les éperviers du Togo pour terminer le deuxième tour avec brio. Ce sera l'avant-dernier match du Sénégal pour les tours qualificatifs au mondial Qatar 2022. L'enjeu ne sera pas la même puisque les Lions ont déjà décroché leur ticket pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Mais pour le coach Aliou Cissé, il s'agira de consolider les acquis et enfin avoir le temps de tester les autres profils intéressants de son groupe et qu'il n'avait pas encore pu mettre en selle. Le danger de ces genres de matchs, c'est vrai, nous nous sommes donné la possibilité de nous qualifier au bout de quatre journées. Mais là, on parle encore du football international. Tous les matchs sont difficiles. Je crois que le danger pour nous, le Sénégal, c'est ne pas aborder ce match de demain avec du sérieux, avec de la concentration surtout. Et essayer en tout cas de tout faire pour pouvoir le gagner. Nous sommes conscients que ça ne sera pas un match facile, du fait que le Togo est allé gagner au Congo, et on sait que c'est difficile d'aller jouer au Congo et de remporter 3 points. Ils l'ont fait, et aujourd'hui j'ai envie de dire qu'ils vont le matérialiser, ils voudront en tout cas le matérialiser face au Sénégal. Donc nous savons que nous n'avons pas beaucoup de matchs de préparation aussi à la CAN. Notre temps de préparation ne sera pas beaucoup. Du fait qu'on s'est déjà qualifié, je pense que ces 2 matchs-là, que ce soit contre le Togo demain
Et dimanche contre le Congo doit nous permettre de préparer cette CAN très importante qui est attendue pour notre pays. En basketball, l'équipe du port autonome de Dakar s'est adjugée le titre de championne de la division 2 de basket masculin après avoir battu hier 83-81 l'équipe des Parcelles Assainies. Les deux équipes opposées en finale de ce championnat de division 2 sont promues au sein de l'élite. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite des programmes sur la Time for Africa.